Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité dans le monde Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 juin 2019 et nous sommes en route pour l'épisode 155 de Lifestyle. Alors aujourd'hui j'ai autour de moi une équipe un petit peu plus complète qui est composée de Cassim. Bonjour Cassim. Salut, et j'ai pas du tout une caméra buggée ou quoi, tout va bien. Non, il faut juste lancer l'enregistrement avec Teams. À côté de toi nous avons Flobo. Salut Flobo. Salut. Pas de problème de caméra, t'es passé sur du Logitech. Oui, moi j'ai quitté Microsoft et depuis ça marche. Voilà, sans problème. Logitech, marque suisse, qui nous fait une transition magnifique vers notre Patrick qui est là ce soir. Ça parle de jeux vidéo et Patrick est là. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Bon, très content de te retrouver. Moi aussi, très heureux d'être là. En direct de ma petite cuisine pour lesquelles j'ai fermé les stores derrière. Oui. Sinon j'apparaissais à contre-jour, on ne voyait plus. On voyait du blanc autour de toi et tu n'étais qu'une ombre. Voilà. Allez, donc je vous propose sans plus attendre un épisode qui va être principalement consacré aujourd'hui à l'E3. Ça va être la grosse partie, le gros dossier de l'épisode. Et puis on fera quelques news rapidement après ce dossier. Donc sans plus attendre, allez c'est parti, on passe à l'E3. Alors, pour cette E3, Cassim, est-ce que tu peux nous redire rapidement ce qu'est l'E3 ? Parce que finalement, peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est l'E3. L'E3, en deux mots, c'est le plus gros salon annuel dédié aux jeux vidéo qui a lieu chaque année en juin. Et donc, c'est un peu le rendez-vous incontournable quand on est fan de jeux vidéo, où il y a toutes les annonces pour les années, disons les 2-3 années à venir en général. Il peut y avoir des jeux qui sont annoncés, qui sortiront 3 ans après, quoi. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose de très très important. Ouais, alors tous les fabricants, tous les éditeurs, les fabricants se réunissent et ils font leurs conférences. T'as Ubisoft, EA Games, Microsoft, Nintendo, etc. Évidemment. Nous, on va juste s'occuper de la partie Microsoft. De toute façon, ceux qui nous écoutent le savent. On va commencer avec du lourd, avec du hardware, avec des annonces qui ont été faites par Microsoft. Je vais vous donner le nom de la nouvelle machine que Microsoft proposera, je crois, l'année prochaine, qui est la Xbox Scarlett. Alors, peut-être qu'elle aura la Xbox 2, je sais pas, Cassim, on a d'autres infos, ou elle s'appellera réellement la Scarlett ? Alors, on sait qu'elle s'appellera pas la Scarlett, on sait pas son nom. Microsoft sait même pas, eux-mêmes ne savent pas quel nom ils vont lui donner. Scarlett, c'est le nom de code, comme Scorpio à l'époque, qui a donné plus tard la Xbox One X comme produit, le nom définitif. Mais D'accord. Voilà, c'est vraiment le nom du projet. Ok. Alors, à ce jour, Cassim, je crois ne pas m'avancer en disant qu'on ne connaît pas encore trop de choses sur cette nouvelle Xbox. On sait juste que c'est une machine qui doit être d'une puissance, comme il disait, 4 fois plus puissante que la Xbox One X, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors ils étaient un peu flous là-dessus, mais c'est ce qu'ils ont évoqué. Après, c'est très compliqué de comprendre ce que ça veut dire en termes techniques. Est-ce que c'est le processeur, est-ce que c'est la puce graphique, la vitesse de disque, etc. Un peu l'ensemble, etc. Sûrement l'ensemble. On sait pas. Finalement, ils n'ont pas dit grand-chose sur la machine. En vrai, ils ont dit exactement ce que Sony avait dit quelques semaines auparavant pour la PlayStation 5. Donc, en gros, les deux consoles vont à peu près proposer la même chose. Comme à l'époque, la PlayStation 4 et la Xbox One proposaient à peu près la même chose matériellement parlant. Donc c'est logique parce que les deux vont chez AMD pour s'équiper. Oui. Donc ils sont un peu tributaires des avancées de AMD sur le sujet. Et a priori, apparemment, ils font en plus les mêmes choix techniques. Donc c'est un nouveau processeur et une nouvelle carte graphique qui sont plus puissants et surtout un SSD. Ils misent énormément sur de la mémoire rapide, que ce soit du côté de la mémoire vive ou du stockage. Alors, si je dis pas de bêtises, il parlait de 40 fois plus rapide. Alors, je sais pas si c'était 40 fois plus rapide par rapport à la console actuelle ou par rapport à un SSD ordinaire. J'imagine. En tout cas, ce sera plus rapide qu'un SSD ordinaire, ça c'est sûr. Sony a fait la même promesse, notamment parce que ils vont concevoir eux-mêmes le SSD, puis ils vont faire en sorte que le SSD soit au plus proche possible du processeur, ce qu'on peut pas faire sur un ordinateur. C'est pas la même architecture. Ils contrôlent le bout en bout le hardware. Ils n'ont pas besoin que ce soit standard, etc. Donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Donc ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas la remplacer par un autre modèle avec plus de capacité ?
On verra. La réactivité serait un petit peu prétéritée à cause de ça. On verra, Alors, mais après, oui. d'après ce que Sony et Microsoft ont l'air de dire, ça a l'air assez compliqué. Effectivement, enfin, j'ai l'impression qu'ils parlent vraiment d'un stockage vraiment très intégré et très rapide, quoi. Mais on verra ce que ça donne pour l'évolutivité. Et ça se trouve, ce sera possible de le faire évoluer. Après, on peut toujours rajouter, enfin, j'imagine qu'on va toujours pouvoir rajouter un nouveau disque dur, un disque externe à la console. Enfin, ça marche très bien, même pour installer les jeux. Moi, je Oui, vois mais pas trop de pour le différence coup- entre le disque interne et l'externe. Oui, mais sauf que pour l'instant, tu étais dans une configuration disque mécanique à l'intérieur Oui, et disque bien sûr. SSD, enfin disque USB. Là, tu passes de SSD à USB. Quelque chose me dit que la différence de performance va être plutôt marquante, voire Alors, gênante pour certains. oui, oui, oui. Alors, après, on ne sait pas quelle va être et la capacité du SSD et quels vont être les connectiques également. Parce que si on passe sur de l'USB 3.1, ça peut déjà envoyer quand même pas mal. Bon, à voir. Ça, c'est trop tôt en tout cas pour l'instant Oui. pour en savoir plus sur ça. Mais après, ils ont fait des promesses du coup de ce que ça voudra dire cette performance supplémentaire. Au niveau Ils- du nombre d'images par seconde et compagnie, Ouais, par exemple. alors ils veulent, ils annoncent de la compatibilité avec la 8K. Bon, ça c'est pareil ce que Sony a annoncé. On verra ce que ça donne. La compatibilité, ça veut juste dire que la console peut afficher son menu principal en 8K. Ça veut pas dire que les jeux tourneront nativement dans cette définition. Ouais. C'est Déjà, je sais pas qui c'est qui a du 4K à la maison, mais je sais c'est pas, ça. là, nous quatre, qui c'est qui a du 4K Moi, à j'en la ai. maison? Donc, J'en Patrick. ai. Et franchement, de tête comme ça, mis à part Netflix. Bon, j'ai une Xbox One X, donc je suis même pas sûr qu'il y ait des jeux qui sont en 4K déjà. Si, il y en a. Et Si, si, si. mis à part certains films sur Netflix, effectivement, j'ai pas grand-chose. D'accord. Mais ouais, la 8K, ça va être c'est long terme, quoi. Parle aussi d'aller jusqu'à 120 images par seconde. Ça aussi, on verra après si les développeurs y suivent, parce que c'est toujours pareil. Un développeur, il peut choisir d'utiliser la puissance pour autre chose et faire un jeu qui sera en Full HD à 30 images secondes, mais très 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 beau et très Ouais, sophistiqué, plutôt que de faire un jeu moyen en 4K, quoi, par exemple. c'est clair. Euh, donc on verra. Il a promis qu'il y avait un lecteur de disque dedans, toujours. Ce sera Alors pas ça, une. moi, je signe et j'applaudis des deux mains. Moi Ouais, aussi. bah, c'est les deux Sony, Microsoft pareil sur ça, les deux auront un lecteur de disque. Et promesse de la on s'en doutait, mais la rétrocompatibilité sur 4 générations. Donc Ça, les c'est jeux, énorme. les jeux Xbox, les jeux Xbox 360 et les jeux Xbox One tourneront nativement sur Scarlett, quoi. Oui. Et puis, il y a plus que les jeux qui seront rétrocompatibles, Cassim. Il y aura Ouais. aussi tout le matériel de la Xbox One et la One X, Mm. parce que les manettes seront rétrocompatibles, les casques seront rétrocompatibles, enfin, tout le matériel, tous les accessoires que vous pouviez avoir, Et c'est finalement, pourront être réutilisés avec cette nouvelle console. et c'est particulièrement important pour la manette, puisqu'ils en ont annoncé une nouvelle, Mm. et une particulièrement chère en plus. Donc du C'est coup, ça. pour inciter les gens à investir, autant dire tout de suite que la prochaine, elle est compatible. Sinon, si la nouvelle manette que tu achètes, qui est hors de prix, enfin, qui est assez chère pour une manette, qui est haut de gamme, quoi, et que tu investis dedans, et en fait, finalement, dans un an, elle est incompatible avec la console, bah, tu serais un peu mécontent, je pense. Tu serais sûrement très 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 déçu. Alors la manette dont tu parles, Cassim, c'est la manette Xbox Elite. Alors là, c'est la version 2 Ouais. qui est proposée à $180 aux Ouais, États-Unis sur le Microsoft Store. Je sais plus le prix européen. Je crois que c'est 179, mais bon, Ouais, ça va être c'est quelque chose ça comme va être ça. cher. Ça Mhm. va être cher comparé à une manette ordinaire. Euh, Après, je pense que c'est vraiment pas une manette qui s'adresse à tout le monde. C'est vraiment Bien une sûr. manette pour les hardcore gamers. Là, pour ceux qui regardent la vidéo de l'épisode, vous verrez la vidéo de démonstration de Microsoft. Et c'est vrai que c'est quand même du matériel qui fait envie. Ne serait-ce que les poignées avec le grip qu'il y a autour pour bien tenir, alors que d'habitude on a un plastique plutôt lisse. Alors, qui est pas mal, hein, mais qui ne grippe pas forcément très bien. Elle peut être vachement réglable au niveau de la vitesse de contrôle des boutons. Ça ferait envie quand même, Bah, je trouve. tu sais bien sûr, tu sais bien moi quelle est la caractéristique que j'ai retenu sur cette nouvelle manette. Tu peux Parce que- changer les boutons. Non, c'est pas Non. celle-là. C'est autre Il y a le chose. nom. des palettes. Non, c'est Elle se quoi toi, connecte Cassim? elle se connecte en USB Type C. Et elle se D'accord. recharge Ah en bah USB oui. Type C. D'accord. Et elle a, en plus, elle a une batterie intégrée nativement, enfin Oui, pas comme la manette classique où il faut ajouter une batterie derrière. c'est vrai. Là, il y a vraiment une batterie intégrée. En Ils USB annoncent Type C. 40 heures. Ils annoncent 40 heures d'autonomie. Avec un câble USB Type C très C fourni avec la boîte quand même, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ces 40 heures, c'est 40 heures de Cassim, jeu. Ouais.
Oui, 40 heures de jeu. Est-ce Je que pense. dans la vidéo, Cassim, il montrait la manette dans sa housse, parce que la manette a sa petite housse renforcée pour que vous puissiez vous déplacer avec. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un chargeur interne, comme on a des fois avec des petits écouteurs intra, là? J'ai eu l'impression, mais en fait non. Je me suis aussi posé la question, comme par exemple les AirPods et compagnie, enfin tout ce qui Ouais, maintenant c'est vient ça. dans des boîtiers. Ouais, Je me suis posé la question aussi, ça aurait pu être malin, mais non, non, visiblement c'est vraiment la batterie de la manette en fait que tu recharges par un câble classique, quoi. Et que d'accord, après tu peux enlever la batterie et la remettre. Enfin, elle est interchangeable quand même, d'accord. non, c'est classique, quoi. Ok, ok. Donc pour cette partie hardware, je pense qu'on a vu l'ensemble, Je veux Cassim. On juste a faire juste. une petite Ah, remarque sur pardon. le nom de la manette qui me fait bien rire, moi, franchement. Je sais Vas-y, pas si vas-y. vous avez suivi. Non, l'Xbox Elite 2. Non, c'est Second Series. Oui, c'est Pas oui, entendu. bah, comme. C'est exactement le même nom qu'il y avait que Windows Phone 7 avait à l'époque, parce que c'était Windows Phone 7 Series au début. Ça m'a fait. D'accord. C'est bizarre, c'est Microsoft, on a l'impression qu'ils ont toujours des idées bizarres pour les noms, ils cherchent toujours des façons de faire, des noms un peu évolués, mais je sais pas, je trouve que c'est toujours marrant, ils font. Une dernière info sur Scarlett qu'on a oublié de mentionner, c'est bien sûr la date de sortie, c'est fin 2020. C'est fin 2020, d'accord. Est-ce que c'était une bonne idée d'annoncer déjà la date de sortie quand tu sais que tu as quand même Sony en derrière qui n'a pas encore rien annoncé, qui est quand même dans une dynamique un petit peu. La dynamique est du côté de Sony clairement pour l'instant. Je sais pas si c'était pas un petit peu l'information de trop. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ça fait quelques années qu'ils ont acheté un paquet de studios de développement. Tout ce que je souhaite pour eux et j'espère, c'est que le jour où là, ils confirmeront la date de sortie, ils arriveront avec un gros package un gros catalogue de jeux exclusifs généralement, mais surtout très bons provenant de leur acquisition, qui permettra d'ajouter un petit quelque chose et puis, je dirais pas inverser, mais faire revenir un petit peu certains joueurs chez eux. Parce que sinon, très franchement, là, en l'occurrence, Sony, ils ont tout le loisir de décortiquer ce qu'a dit Microsoft et puis après de contre-attaquer tranquillement. Puis toujours pareil, ils ont la dynamique de leur côté, faut pas l'oublier, donc je sais Alors, pas. je suis pas sûr que la dynamique soit totalement du côté de Sony parce que sur les derniers mois, il me semble que Microsoft avait quand même pas mal repris en chiffre de vente parce que il y avait eu la One S, la One X, il y a la version toute digitale. Il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties du côté Microsoft qui peuvent intéresser des joueurs. Alors que chez Sony, je crois qu'au niveau hardware, il n'y a pas eu grand-chose, non? Ouais, mais Alors, sans les jeux, je pense que Microsoft partirait quand même avec un désavantage. moi je Ouais, c'est pense, possible. Alors, Cassim? je pense que ce que dit Patrick est intéressant. Là où je pense que Microsoft a quand même bien joué son jeu, c'est qu'en fait, entre maintenant et fin 2020, il n'y a pas 46 000 périodes pour Sony pour avancer son calendrier s'il voulait par exemple sortir plus tôt. Ils ont déjà annoncé que la PlayStation 5 ne sortirait pas avant juin, donc ça laisse avant juin 2020, pardon. Ça laisse que du coup entre juin 2020 et Noël 2020 en fait pour se lancer. Et en fait, en vrai, la période la plus importante de toute façon, c'est Noël, c'est la Voilà. période Ouais. des Il faut ventes. que ça sorte au mois Donc, d'octobre. donc de toute façon, ça va sortir en octobre-novembre comme la Xbox One à l'époque. Et donc en fait, Sony, à mon avis, ils vont se lancer à peu près en même temps. Et après, concernant la dynamique, elle est clairement du côté de Sony. Je suis d'accord avec Patrick sur les ventes sur la génération actuelle. Là où je suis d'accord avec Guillaume, c'est que Microsoft a gagné beaucoup de points, beaucoup plus de points en tout cas, je pense que Sony sur la communication au cours des derniers mois, années, avec le crossplay, avec la rétrocompatibilité, avec le Game Pass et compagnie. En fait, ils sont devenus plus populaires que ce qui se traduit par les ventes de leurs consoles. Parce que de toute façon, en gros, aujourd'hui, les gens surveillent le Game Pass et compagnie. Ils se disent, c'est intéressant ce que fait Microsoft, mais je vais pas acheter une Xbox One pour ça, parce que j'ai déjà une PlayStation 4 et que ça sert à rien d'acheter. Mais non, je vais mais pas qu'ils attendent la prochaine. Voilà. Mais ils attendent la prochaine, à mon avis. Il y a pas mal de gens qui, à mon avis, en tout cas, attendent la prochaine pour faire leur choix, refaire leur choix entre Sony et Microsoft. Et entre-temps, Microsoft a gagné pas mal de points, je pense, de communication. Donc on D'accord. verra d'ici l'an prochain. Ok, merci beaucoup. Alors moi, je vous propose de rester dans le jeu, de rester dans les machines, mais cette fois-ci des machines complètement virtualisées. On en a parlé déjà depuis quelques épisodes. C'est le projet xCloud qui n'est plus un projet maintenant. xCloud, c'est le jeu en streaming par Microsoft qui a été dévoilé à l'E3. Les journalistes ont pu jouer à des jeux en streaming, donc grâce à xCloud, sur des téléphones notamment. Et les retours sont quand même extrêmement bons d'après ce que j'ai pu lire. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vous prenez votre abonnement et vous streamez tout simplement votre jeu sur votre machine. Donc, votre ordinateur, votre console, votre téléphone, votre tablette, pourquoi pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que, a priori, le lag, le ping serait très bon. Il serait, alors, si j'ai bien compris ce qu'il disait, presque 2 fois plus rapide que celui annoncé par Stadia de Google. C'est un truc comme ça, Cassim?
Moi, ce que j'ai retenu, c'est effectivement, enfin, en tout cas, les deux services étaient en démonstration à l'E3 et les journalistes ont pu tester les deux. Et globalement, les gens étaient beaucoup plus convaincus par xCloud que par Stadia. Ce que j'ai retenu, c'est que dans les deux cas, les jeux fonctionnaient à peu près. Ce qui faisait la différence, c'était que xCloud, l'image était assez parfaite en termes de compression. Il y avait vraiment pas, t'avais l'impression de jouer en local en fait. Enfin, t'avais pas cette impression de jouer dans le cloud ou quoi. Alors que chez Stadia, il y avait beaucoup plus de compression sur l'image. L'image était un peu plus floue, un peu plus, voilà, Pixelisé, un peu le traitement YouTube qu'on connaît sur les vidéos. Où vous savez très bien, enfin voilà, une vidéo quand vous la regardez en local, elle est plutôt jolie et tout, et quand vous la regardez sur YouTube, d'un coup, ça manque de détails. C'est plutôt bon, mais ça manque un peu de détails. Là, il y avait un peu ce problème-là avec Stadia, que n'avait visiblement pas xCloud, sachant que Microsoft promettait que il jouait pas sur le data center qui est pas trop loin de l'E3, qui est dans le coin dans la région de Los Angeles, mais sur un data center plus loin. à Pour 400, vraiment... alors, Ouais, 400 km ou 400 miles, je sais plus quelle unité J'ai c'était. plus le chiffre, mais en gros, il disait qu'il se mettait dans les conditions, a priori, d'une Réel. maison. Voilà. Est-ce qu'on sait sur quelle base de connexion Internet était fait le test? Parce que c'est Alors, quand en même de là Wi-Fi. que va dépendre la Ouais, qualité, la fluidité chez les uns et les autres. En Wi-Fi. alors Parce que là, c'était en Wi-Fi sur le Wi-Fi du centre de conférence où avait lieu le 3. Avec probablement un Wi-Fi dédié quand même Ouais, qui va voilà. dépoter un Ouais. petit peu, je pense, mais histoire de contrôler C'est un là peu que je l'environnement. voulais, Mais... c'est là que je voulais en venir, parce que sinon en Europe, on est plutôt, enfin, en général, pas tout le monde est bien loti en matière de connexion. On sait tous qu'aux États-Unis, c'est très irrégulier. Donc, est-ce que le marché sera prêt un jour pour ce type Ah bah, de jeu? J'en suis pas du tout persuadé quand même. à, à L'infrastructure, su- ne serait-ce qu'aux States, elle est pas vraiment pas au point. à ce sujet, Cassim. Microsoft, ils ont été assez réalistes sur le. Enfin, c'est Phil Spencer, donc le patron de Xbox, qui a beaucoup fait d'interviews et qui a beaucoup répondu à ce genre de questions, justement. Et ils sont beaucoup plus prudents que Google qui va à fond, enfin, parce que Google n'a pas de console de jeu, donc ils ont que ça à vendre, c'est le cloud, donc ils sont obligés de dire c'est l'avenir et c'est maintenant, jouez-y. Alors que chez Microsoft, ils sont beaucoup plus sages, ils disent non, non. On aura Scarlett en local, ce sera toujours la meilleure expérience possible, ce sera forcément de jouer en local avec votre jeu installé sur votre console et d'y jouer tranquillou. Le cloud, ça va être une offre à côté pour jouer en mobilité et on va essayer de le pousser tout au long de la génération. Mais ça va prendre même, enfin, il a même annoncé qu'il y aurait probablement une console après Scarlett et que ça va prendre son temps comme autant de temps que ça prendra et que ce sera pas l'un pour remplacer l'autre, quoi. D'accord. Ça sera complémentaire. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai vu, et je ne sais pas si j'ai bien compris, Cassim. Il parlait de streamer en local. Alors, alors je ne sais pas si c'est je pense que c'est avec la Scarlett. On a déjà le stream qui est possible de sa Xbox vers son ordinateur sur un réseau local. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire ça maintenant vers son téléphone, vers une tablette, quelque chose comme ça? Alors oui, et là où ils sont gentils, enfin, il l'a dit dans une interview, pour le coup, il est assez honnête, Phil Spencer, je trouve, sur le sujet. Il a dit, on n'a pas réinventé la roue, c'est un truc que Sony propose déjà. D'accord. Ça s'appelle le Remote Play chez Sony, là ils appellent ça le console streaming. Mais oui, c'est se servir de ta Xbox pour streamer comme tu pouvais le faire sur Windows 10, sauf que là, ça va être depuis n'importe quel appareil compatible xCloud, entre guillemets, donc c'est avec un smartphone Android par exemple. Et tu D'accord. pourras le faire a priori à distance, même en 4G. Enfin, ton smartphone sera en 4G. Chez toi, imaginons que tu as la fibre qui envoie un débit suffisant. Non, moi, j'ai pas la fibre, non. Imaginons. Imaginons, tu as raison, tu as raison. Tu as ton téléphone en 5G parce que pourquoi pas. Et Oui. tu peux streamer ta Scarlett. Ta Scarlett fait tourner le jeu et tu es dans les transports en commun. Hop, tu peux jouer sur ton smartphone. Ok. Et c'est gratuit du coup, tu payeras pas l'éventuel abonnement xCloud par contre ils ont été ils ont rien dit sur le prix, ils ont rien dit sur juste que ce sera disponible en octobre en preview, Ouais. mais ils ont rien dit sur le prix, pas de région non plus, on sait pas si ça dispo en Europe ou pas. Alors, ils ont quand même parlé qu'ils avaient balancé xCloud sur 13 data centers dans le monde. C'est vrai, mais Donc, on verra en il y a quand même octobre. plusieurs régions qui vont être couvertes. J'espère qu'on sera couvert. Et preview en octobre, on n'en sait pas plus. Il se murmure que le Xbox Game Pass pourrait, et ce serait logique, évoluer et t'aurais accès à l'abonnement, peut-être en payant une option en plus, mais tu aurais accès à tes jeux Game Pass depuis n'importe où grâce
au cloud. Ok. Ça marche. Merci beaucoup, Cassim. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé de xCloud. On va passer maintenant à quelques jeux, quelques titres qui ont été annoncés. Alors, un titre sur lequel Microsoft a un petit peu communiqué, c'est Blair Witch, le jeu Blair Witch qui est tiré du film éponyme qui date de 1999. Alors, c'est censé être un film d'horreur, mais on me l'avait tellement vendu que je l'ai trouvé plutôt pénible, long. Voilà. D'ailleurs, il y a un pot de sac à écouter sur Blair Witch que je vous conseille. Ils disent pas forcément du bien sur les différentes versions de Blair Witch. Donc, ce jeu Blair Witch devrait sortir fin août 2019, donc à la fin du mois, vers le 30, et il se jouera sur Xbox, sur PC, et il fera partie du Game Pass. Donc, vous ne serez pas obligé de l'acheter si vous avez le Game Pass. Voilà. Vous avez un hit, alors peut-être qui va intéresser, alors pas Flobo, parce que j'ai l'impression que Flobo est parti faire la sieste, mais peut-être Patrick avec Halo Infinite. Donc Halo, à la fin du monde, vous devez sauver tout le monde, quoi. Autant l'histoire, je la trouve bof, autant le jeu a l'air quand même assez joli et assez intéressant à jouer. Je sais pas, Patrick, toi, c'est le style de jeu qui t'intéresse ? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, bon, je ne veux pas trop spoiler la suite de l'épisode, mais par rapport à ce qu'a Microsoft a annoncé sur PC en matière d'abonnement, enfin, j'en dis pas plus. Je ne veux pas déflorer le sujet avant, mais je me réjouis d'avance d'avoir tous les Halo sur mon ordinateur. Et donc celui-ci également, ouais, tout à fait. Je suis super hypé, D'accord. j'aime beaucoup ce type de jeu. Moi qui suis un joueur de Destiny 2 assidu, même si sur certains aspects il sera différent, mais je me suis toujours dit que grâce à cette offre-là, je me réjouis d'avance de pouvoir jouer à tous les épisodes d'Halo, et celui-ci n'y fera pas exception. D'accord. Alors, Cassim, moi j'ai une petite question au niveau traduction. J'ai pas su quand même. J'ai corrigé. Donc, c'est In Holiday, c'est quoi? C'est Noël. alors, c'est Noël. Ok. En fait, c'est la traduction générale de holiday, c'est les vacances, mais spécifiquement quand tu parles du calendrier, de dire holiday, c'est la période de Noël, les vacances de fin d'année en fait. D'accord. Ok. Donc je comptais sur toi pour me corriger. Et effectivement, ce n'était pas l'été. Voilà. Alors on continue. Donc après ça, peut-être Patrick aussi un jeu qui toi va t'intéresser encore. Ça va être Gears 5, la suite de Gears of War. Alors moi je sais, j'y ai jamais joué à Gears of War. Peut-être que toi tu vas être intéressé. Alors écoute, décidément, tu veux vraiment me forcer à parler du Game Pass avant qu'on ait la news, hein, c'est pas bien. Non, garde-le pour. Mais Allez, on va parler des jeux d'abord. écoute, en gros, je suis en train, j'ai téléchargé déjà et je suis en train de jouer au premier Gears of War, donc une édition Ultimate sur PC, retravaillée, etc. Et je te répondrai la même chose, j'ai hâte d'avoir tous les autres, y compris celui-là pour... oui, absolument, hypé. Ok. Alors, pour continuer, on a d'autres titres. Je vais vous donner les noms. On s'arrêtera sur un seul autre. The Outer Worlds, Elden Ring, Bleeding Edge, Ori and the Will of the Wisps. Donc, c'est la suite de Ori and the Blind Forest. Il y a un nouveau Minecraft qui sort, Minecraft Dungeons, qui me semble être un Minecraft version Diablo aussi, qui m'a l'air assez sympa à essayer. Alors, je ne sais pas si ça sera assez prenant comme peut le faire Diablo, mais j'ai bien envie de l'essayer celui-là quand même. Cassim, tu voulais réagir? Non, mais ça a l'air très cool, ça a l'air d'être de la coop. Toi aussi, t'as très très bien. J'ai envie. Et ce sera gratuit puisque je suis abonné. Donc, Voilà, donc ça sortira au printemps normalement, printemps 2020, sur les PC et sur la Xbox, parce qu'au début il devait sortir que sur PC, finalement il sort aussi sur Xbox. et il sort sur Allez, Switch. sinon, allez, très rapidement. Ouais, mais ça je m'en fous. Mais ça m'étonne pas finalement. Alors également, on va avoir Star Wars Fallen Order, Age of Empires 2 Definitive Edition, ça c'est quand même pas mal. Forza Horizon 4 Lego Speed Champions. Un immense classique de MS, c'est le Microsoft Flight Simulator 2019 qui arrive, alors qui arrive en 2020. Ils auraient pu l'appeler 2020. Il y a la bêta Insider sur laquelle vous pouvez vous inscrire déjà qui est ouverte. Donc il y a le lien dans les notes de l'émission. Peut-être que pour ceux qui regardent la vidéo, je le mettrai ici en bas. Voilà. Et puis, il y en a quand même quelques titres qui sont pas mal. Borderlands 3. Moi j'ai joué 1 et 2 qui sont quand même vachement sympas. State of Decay 2 Heartland, donc une extension. Et puis, je mentionnerai quand même Oui. Cyberpunk qu'il y a eu avec Keanu Reeves sur scène, voilà. D'accord. Bon, je suis pas fan de Keanu Reeves et puis Cyberpunk, l'affiche ne m'a pas hypé, donc j'ai même pas pensé en parler ce soir. C'est un gros jeu que les gens attendent, mais voilà. Peu importe. D'accord. Ok, mais je pensais pas qu'il était connu. Autant pour moi, toutes mes excuses. Si. Il y a quand même des offres qui ont été annoncées, des arrivées dans le Game Pass.
le petit Game Pass qui existe déjà depuis quelques mois, c'est Batman Arkham Knight, voilà, auquel je voulais jouer déjà depuis longtemps, donc ça sera possible. Tu parles côté Borderlands- Xbox, là, non? Tu parles côté Xbox, là. Oui, uniquement côté Xbox avec le Game Pass actuel, enfin celui qui existe Celui encore que- le Game la Pass semaine pour dernière. console. D'accord. Ouais, le Game Pass pour console. Borderlands, The Handsome Collection et Metro Exodus. Voilà donc les jeux qui arrivent là sur le Game Pass pour console. Et c'est là où Patrick, allez, vas-y, parle-nous de ce gros truc qui a été annoncé quand même, qui va remplacer deux choses. Allez. Alors, je sais pas vraiment ce que ça. Oui, remplacer, en fait, ça va être Ah, plutôt si. complémentaire. Ça mais... remplace deux abonnements. Oui, si tu prends la totalité. Si tu prends la totalité, Oui, mais pour la pour totalité. ceux qui n'ont qu'un seul PC, eh bien, ils vont pouvoir avoir accès au fameux Game Pass de Microsoft, qui est un petit peu certains appellent le Netflix du jeu vidéo. En gros, vous payez une mensualité et vous aurez accès à un catalogue de jeux vidéo qui commence, on va dire, assez simplement, mais qui va s'étoffer et s'améliorer avec le temps et qui, tout comme sous Xbox, nous permettra de jouer en Day One, voire un petit peu avant, aux grosses sorties de Microsoft. Tu parlais notamment des futurs Gears of War, Halo, etc. Donc Tout à on y fait. aura accès sans surcoût à travers cette mensualité que vous allez payer. Et puis comme tu le dis bien sûr, si on veut tout le package, c'est à terme ça. Il y a la version Ultimate qui est censée remplacer alors le Xbox Gold, le Xbox Game Pass, et le tout va se rattacher au PC Game Pass. Et donc pour une somme forfaitaire un petit peu moins élevée que si vous preniez chaque abonnement séparément, eh bien vous aurez accès à toute la ludothèque quasiment de Microsoft, plus certaines autres, je pense, qui viendront se rajouter au package. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Cassim, il me semble, toi, que tu connais une astuce pour peut-être profiter de l'Ultimate à moindre coût, mais en étant tout à fait réglo. Ouais, tout à fait, parce que c'est approuvé par la FAQ de Microsoft sur le sujet, donc il y a vraiment, voilà, c'est officiel et tout, il n'y a pas de souci. Alors l'astuce, en fait, c'est tout simplement que quand vous êtes déjà abonné au Xbox Live Gold ou au Game Pass et que vous voulez vous abonner au Game Pass Ultimate, Microsoft prend les mensualités que vous avez déjà payées et les applique purement et simplement au Game Pass. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez déjà concrètement 6 mois d'abonnement Xbox Live Gold, par exemple, et que vous décidez de vous abonner au Game Pass Ultimate, Microsoft ils disent OK, tu as déjà payé pour 6 mois d'abonnement, bah on te met 6 mois d'abonnement gratuit Game Pass Qui est Ultimate. quand même bien bon joueur. Ce qui est très très bon joueur puisque le Xbox Live Gold est beaucoup moins cher que le Game Pass Ultimate et c'est là qu'est toute l'astuce. Cette astuce, elle marche jusqu'à 36 mois d'abonnement. Donc en gros, autrement dit, on peut s'abonner, on peut acheter des cartes de 12 mois au Xbox Live Gold jusqu'à 3. Alors le prix officiel c'est 60 €. Il y a moyen de les avoir moins chers des fois sur internet, mais le prix officiel c'est 60 € pour 12 mois. Donc tu les achètes, t'en achètes 3 et tu les actives sur ton compte. Et après tu t'abonnes au Xbox Game Pass Ultimate et ça te donne 3 ans si tu as pris les 3 trucs. Ça te donne 3 ans de Xbox Game Pass Ultimate et ça te les donne à 60 € l'année au lieu de plus de 130 €, j'ai plus le chiffre, 150 € Ouais, enfin, l'année. c'est 13 €, c'est 12,99 par mois, donc vous c'est faites ça. 12,99 fois 12. C'est ça, ça Voilà. te fait beaucoup plus que 60. C'est clair. C'est Et clair. très concrètement, si vous le tournez autrement, ça fait 60 € par an, c'est tout simplement le prix d'un jeu par an. Et pour ce C'est ça. prix-là, vous avez le Xbox Live Gold, le Xbox Game Pass sur PC et le Xbox Game Pass sur console, avec dans les deux cas une centaine de jeux dans l'abonnement. Donc il suffit que vous ayez joué à un seul des jeux type Metro Exodus ou compagnie qui sont intégrés dedans et déjà vous l'avez rentabilisé l'abonnement au bout du premier mois, quoi. Donc C'est ça. ça vaut énormément le coup, sachant que si en plus vous prenez 3 ans à partir de maintenant, ça vous couvre jusqu'en 2022. Et 2022, ça veut dire, vous avez 2 ans de jeu sur Scarlett offert quand vous prenez la Scarlett dans un an, quoi. D'accord. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ah non, c'est clair que c'est vraiment un bon point. Et moi, je suis vraiment étonné que Microsoft soit vraiment très bon marché, je trouve, là-dessus, parce que même à 12,99, tu bénéficies de toutes les fonctionnalités réseau. C'est déjà pas mal. Tu bénéficies de tout le catalogue, qui quand même est en train de s'étoffer, moi, je trouve, de manière très, très importante. Je trouve que c'est vraiment une offre qui vaut le coup. Vraiment qui vaut le coup.
Et sachant que, ouais, enfin là, donc 13 € par mois, c'est déjà un très bon prix. Et Oui. donc avec l'astuce, là, on passe à quelque chose comme 3 à 5 € par mois, en fait. En vrai, C'est ça, ramené au prix waouh. par mois. C'est dérisoire, quoi. Enfin, 5 € par C'est mois ça. pour avoir accès à tout ça, c'est quand même assez dérisoire. On n'a Ouais. pas mentionné, mais ils ont aussi racheté Double Fine, qui est un studio Ah oui, supplémentaire. c'est vrai. Oui. Donc ça fait encore un studio de plus. Et ils ont aussi un nouveau studio qu'ils ont fondé eux-mêmes, qui est un studio dédié à Age of Empires, qui est pas celui qui travaille sur le 4, mais ils ont un studio maintenant dédié à Age of Empires pour la suite, en fait, après la sortie du 4. D'accord. Moi, Donc, je ça dis, fait 2 nouveaux studios, quoi. franchement, je sens arriver le monstrueux. Enfin, j'espère vraiment, mais je sens arriver le gros catalogue de jeux pour la prochaine console d'ici là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette petite intuition. Alors, ça peut être des exclusivités, ce sera sûrement des exclusivités, mais peut-être des nouvelles licences, des nouveaux trucs. Enfin bref, je peux pas imaginer autant de développeurs dans leur giron sans faire quelque chose pour la prochaine console. Quelque chose de grandiose, ouais. Ouais, franchement. J'espère que ce sera le cas, vraiment. Ah ben, on le souhaite aussi. Cassim, oui. Je terminerai là, mais tu as mentionné énormément de jeux tout à l'heure. Tu as fait une grosse liste de jeux, Guillaume, notamment beaucoup de jeux Microsoft. Et pourtant, ils en ont encore des cartouches, ils ont encore des jeux qui ne sont pas annoncés. Il y a les gens de Turn 10, donc ceux qui font les Forza habituellement, qui n'ont pas annoncé de jeu. Il y a Playground qui fait les Forza Horizon, qui a 2 équipes maintenant de développement dédiées, différentes. Et les 2 équipes travaillent sur des nouveaux projets. Il y en a une, a priori, c'est Fable, normalement, le prochain Fable. Ah oui, le prochain Fable, oui, c'est vrai. Il n'a pas été Il a l'air annoncé. vachement sympa. Qui est très 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 ambitieux, il n'a pas été annoncé. Ils ont un tout nouveau studio qu'ils ont fondé il y a 2 ans maintenant, 1 an ou 2 ans, je sais plus, qui s'appelle The Initiative, qui a toujours pas annoncé son jeu. Donc ils ont quand même un certain nombre de studios encore qui sont dans leur carton, enfin qui sont en train de faire leur jeu et qui pourront annoncer comme ça tout au long je pense jusqu'au lancement de Scarlett. Donc ils ont encore des cartouches et ils ont d'ailleurs annoncé une nouvelle conférence dédiée à la Xbox en novembre de cette année, qui se passera à Londres, sachant que le studio qui travaille a priori sur Fable, donc Playground Games, est un studio britannique. Ouais. Donc du coup, ça sent un petit peu l'annonce chez eux à domicile de leur gros jeu, quoi. Mais c'est très cool. Enfin, ça veut dire que voilà, en novembre, on en entendra parler. On aura eu la preview de xCloud derrière, donc et on sera à 1 an de la sortie de Scarlett, donc ce sera pas mal, je pense, pour refaire des. Ça sera super intéressant même. Ok, merci beaucoup. Alors j'avais une petite info qui était notée, c'était le petit bonus. Alors je me demande si c'était pas toi, Florian, qui avait rajouté. Non, c'était toi, Cassim? Non, mais je pense que c'est Florian. Ouais. Alors Florian, on te laisse la parole. Oui, c'était dans la conférence Nintendo, il y a eu une petite annonce qui concernait un petit peu Microsoft. Ils ont annoncé que dans Smash Bros arrivait un DLC Banjo de Banjo-Kazooie. Je sais pas si vous connaissez le jeu. C'était un jeu sur Nintendo 64 de Rareware qui est donc passé chez Microsoft quand ça a été racheté en 2002. Et c'était un personnage qui était vraiment plus univers Nintendo que plus univers Microsoft dans le style. Et donc, il y a eu un petit accord entre Microsoft et Nintendo pour le faire apparaître sur Smash Bros, sur Switch. Donc c'est sympa de voir les boîtes collaborer. C'est quelque chose que finalement, je pense pas qu'on verra avec Sony. On dirait que Microsoft se rapproche plus de Nintendo que de Sony au final. Alors, on a quand même parlé du rapprochement Microsoft-Sony avec le travail sur Azure. Oui, mais c'était pas dans le jeu. C'était pas dans le jeu, mais quand même. C'était de façon très générale, c'était sur le cloud. Bon. Là, ils disaient bien que ça s'est pas fait de façon CEO à CEO. Ils disent que des équipes de Nintendo qui ont parlé aux équipes de Xbox, ils ont dit on peut faire ça, puis on fait ok, on s'arrange, puis voilà. Ça s'est fait un peu à la. En bonne intelligence. Voilà. Ok. Écoutez, merci à vous pour tout ce gros dossier Xbox. Moi, je vous propose de passer rapidement, on va essayer de faire vite, sur les autres news qui ont eu lieu cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, Flobo, une petite news rapide. Tu vas nous dire que toi, tu le faisais depuis longtemps, mais le site de Microsoft met à jour les ISO qui sont disponibles pour ceux qui veulent passer en Insider. Oui, c'est ça. Donc, oui, comme à chaque fois qu'une nouvelle version arrive, Microsoft fournit les ISO en Insider, mais pas directement à la sortie. Ils attendent que ça arrive dans le ring slow. Et donc, si on voulait, on pouvait bidouiller et télécharger avant, mais même maintenant, ils sont officiellement disponibles pour tout le monde, donc en version finale sur le site de Microsoft. Mais je crois que c'est sur le site Insider encore, on est d'accord?
Oui. Oui, donc, je sais pas, Ah oui. moi je les récupère moi-même, je les ai récupérés il y a 6 mois, donc bon, c'est un peu. Ouais, c'est vieux pour toi C'est tout du ça. réchauffé, c'est une version C'est ça. vraiment les vieilles. J'attends la suivante. Ok, alors je te coupe et puis je vais passer à la news suivante, une news store qui va sûrement faire peut-être plaisir à Patrick, c'est plus son univers ceci. Et qui va peut-être te faire plaisir un petit peu moins, Guillaume, et j'en suis désolé. Bon, je m'en fiche Mais tant que les utilisateurs sont contents, moi c'est tout ce qui compte. bah, écoute, tant mieux. En fait, non, Apple a annoncé que la disponibilité de iCloud, enfin, l'utilitaire iCloud pour Windows, qui est le package de cloud de Microsoft, d'Apple, pardon, au niveau du stockage photo, fichiers, etc. Mais à la différence près qu'ils ne se contentent pas de mettre ça sur le store, mais il s'agit là d'un véritable partenariat. Ça m'a beaucoup étonné de le lire d'un vrai partenariat avec Microsoft, dans la mesure où, en quelque sorte, Apple a utilisé la technologie, on pourrait même dire les API de Microsoft, afin d'obtenir un cloud complet sur votre PC Windows, mais en mode téléchargement à la demande. Comme on a sur OneDrive. Vous avez maintenant vos fichiers, voilà, mais qui ne sont pas stockés. Vous avez le petit nuage à côté. En fait, c'est du téléchargement à la demande. Alors, ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent avec iCloud pour Windows. Eh bien, depuis qu'il est sorti sur le store, il va également embrasser cette technologie et donc on pourra virtuellement avoir son complet Apple stocké entre guillemets sur son PC, mais sans pour autant avoir tout téléchargé directement. Non, mais c'est Je une bonne l'utiliserai idée pas. parce que. Oui, pardon. Je dis, moi, je ne l'utiliserai pas. J'ai pas de compte Apple, donc je suis pas du tout intéressé. Je pourrais même pas le tester. Mais tant mieux, quoi. Si ça peut faire venir du monde sur Windows, pourquoi pas, hein. Et puis c'est Voilà. d'autant plus bonne nouvelle qu'aujourd'hui, on a quand même, enfin, quand je vois ce que je vends à côté, on a beaucoup aujourd'hui encore d'ordinateurs qui sont équipés de SSD, par exemple, hein, précisément de 250 Go, voire moins. Bien sûr. Alors le fait d'avoir comme ça un cloud qui reste en grande partie dans les nuages, ça peut faire économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de gigas. Ok. Bon, moi, je suis en train de, comme un idiot, vous voyez que je suis un peu à l'ouest. J'ai vu qu'il y a le collector de Link's Awakening sur Switch qui est sorti pour le prochain Zelda, là. Et il est en train d'être passé en rupture de stock partout. Alors, j'ai trouvé un magasin en Irlande du Nord qui le vend et qui le livre en France. Je suis en train de commander. Très bien. C'est le seul que j'ai trouvé Le bon moment. en stock. D'accord. En plein épisode. Sur 2 secondes, sur eBay, il y a déjà des gens qui le revendent à 500 €, quoi. Ah, ils On s'en foutent. t'entend, Guillaume, si jamais. Ah, c'est On t'entend, Guillaume. Ouais, non, mais je sais bien, non, mais c'est juste avec Patrick. Patrick, quand tu parles, ça coupe, alors que là, tu vois, j'entends des flobos à peu près en temps réel. Alors, tout le monde en Ah, cours. d'accord. C'est Donc, bizarre, c'est bizarre. Si tu veux, je te fais la traduction de ce qu'il dit. Non, mais j'ai compris ce qu'il a dit, mais c'était très étiré. Voilà. D'accord. Allez, on continue. Alors, cette fois-ci, avec. C'est toi, Florian, qui nous a parlé de cette nouvelle application Xbox, ou est-ce que c'est toi, Cassim? Mais je suis sûr que Cassim C'est pourra moi nous en qui l'ai mis, parler c'est moi pendant qui l'ai que Florian commente. Voilà, bon, c'est bon, j'ai fini ma commande. Bon, ben alors, Ouais, on te c'est laisse bon, la tu peux- parole, Florian. vas-y. si tu veux. Donc oui, c'est lié à toutes les annonces de l'eCube au final. Donc pour fonctionner avec le nouveau Pass Xbox pour PC, Microsoft a sorti une nouvelle application. Jusqu'ici, on avait une UWP qui était l'application Xbox pour PC. Celle-ci reste, mais devient une application compagnon pour la console. Donc c'est celle dont on avait parlé déjà la semaine dernière. Et Oui. en remplacement de celle-ci, maintenant il y a une nouvelle application Xbox qui arrive, qui est donc, elle va servir donc d'application vraiment pour acheter ses jeux, pour lancer ses jeux, pour tout ce qui est social, parler à ses contacts Xbox, tout ce qui est fonctionnement Xbox jeu sur PC. Une sorte Alors, de concurrent à Steam, presque, en fait. Vas-y. Un concurrent à Steam, je dis, au final, presque. Oui, voilà, c'est Dans l'idée. Steam. Alors, ce qui est assez intéressant, moi, je trouvais au niveau technologie, c'est que finalement, ils ont vraiment, ils la séparent vraiment de Windows un maximum. C'est-à-dire que jusqu'ici, Xbox sur Windows, ça faisait partie du Microsoft Store à 100%. On achetait ces jeux sur le Microsoft Store, ça s'installait via le store, et la team Xbox avait déjà parlé de prendre son indépendance de tout ça au fil des derniers mois, et c'est ce qu'ils commencent à faire. Au final, donc cette application continue d'utiliser le Microsoft Store, mais c'est caché. Finalement, on s'en rend pas compte. Les gens, lorsqu'ils vont acheter un jeu sur la nouvelle application Xbox, ça va le télécharger. L'application Xbox va utiliser les API WinRT pour appeler le store qui va télécharger l'app, mais c'est purement transparent. Les gens, ils ne voient pas que le store télécharge en arrière-plan.
Et donc, il reste pour eux Oui, dans oui, la bien sûr. Xbox, dans le monde Xbox, et ça permet d'avoir un fonctionnement complètement séparé de Windows. Ça Et d'ailleurs, permet faut d'avoir pas une application qui est quand même vachement plus propre que le store. Voilà, Et qui est voilà. Oui, vachement oui, plus oui, qui est belle. vachement sympa. Ouais. Qui est vraiment, Et- enfin, je trouve esthétiquement. Alors, qui plante un petit peu, moi, je trouve quand même. Elle est en bêta. Elle est en bêta. Ouais, ouais. Alors, moi, Non, j'ai non, je suis quelques d'accord. plantages. Voilà. Et ce qui est Bon, intéressant, allez. je trouve- Bon, vas-y. Non, mais j'allais vous dire s'il n'y en a pas plus à rajouter, donc je vais te laisser la parole. Hein. Oui, je voulais juste dire ce qui est intéressant au niveau des technologies également, c'est qu'ils ont. C'est une application Store, donc la nouvelle application Xbox, mais c'est une Centennial, c'est pas une UWP. C'est-à-dire que c'est une application de bureau qui a été mise sur le Store, et en plus, elle fait tourner donc que c'est une app Electron dedans, donc une app qui tourne, une app web qui tourne avec Chromium. Donc ça n'utilise pas du tout les technologies UWP ou InRT modernes. Donc de ce côté, moi j'avais l'idée que c'était peut-être à terme pour faire du multiplateforme, mais Cassim pensait que c'était n'était pas vraiment pensé que je crois qu'il m'avait dit que tu n'étais pas vraiment d'accord sur ce point-là. Bah, c'est que je vois pas. Enfin, le problème, c'est qu'ils ont déjà d'autres applications. Enfin, là, l'application, elle sert vraiment qu'à télécharger des jeux pour Windows Oui, 10 et du coup, tu as besoin du store derrière. Donc, déjà. Oui, bah oui. Quand j'ai dit ça, j'étais pas sûr au début. C'est vrai que l'application appelle le store, donc oui. Et enfin, le multiplateforme, il passera plus tard un jour par xCloud, mais ce sera une autre application, je pense. Et, donc voilà. Je sais pas pourquoi ils ont utilisé ça. Je sais pas trop pourquoi ils ont utilisé ça, mais bon. Mais effectivement, j'ai aussi des bugs. Lubie des développeurs. Et un autre point intéressant, c'est que c'est une application store, mais il n'y a même pas besoin du store pour l'installer. Ils ont créé un installeur sur le site web Xbox à l'ancienne. On télécharge le .exe, on le lance. Et le .exe, en fait, c'est une application .NET de WPF, si on veut aller dans les détails. Et donc, celle-ci appelle le store, encore une fois, de façon cachée, pour installer la grosse application Xbox. Donc, ils ont caché entièrement le store. C'est-à-dire qu'on peut installer l'application Xbox et l'utiliser. Ça va utiliser tous les services du store derrière, mais on ne le verra jamais. On n'a jamais besoin de l'ouvrir. Et on a besoin de faire le. Alors, moi, je me demande si ça t'ouvre pas le Windows Store quand même. Non. Non, ça t'ouvre pas. Il te l'installe en arrière-plan. Il te le cache complètement. Alors, c'est moi qui ai cliqué, justement, je me suis demandé comment ça téléchargeait, et c'est moi qui ai lancé le Windows Store manuellement, je me suis aperçu que c'était lui qui téléchargeait, parce que j'ai déjà utilisé l'application pour ça. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est une API qui a été vue par personne, apparemment, maintenant, c'est arrivé il y a quelques mois sous Windows, maintenant les applications Win32 peuvent appeler le Store comme ça pour faire des téléchargements. Personne n'avait remarqué que c'était une possibilité. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'application oblige d'avoir la version de mai installée. Ce qui du coup va faire que tous les gamers qui sont intéressés, qui ont un Xbox Game Pass, vont être obligés de migrer vers la mise à jour de mai. Donc c'est malin aussi de la part de Microsoft sur ça. Voilà, les joueurs seront un peu incités à aller vers la dernière version de Windows 10. Pour bénéficier de cette application Xbox et des jeux. Ouais. Et ça évite de faire le tri, ça évite d'être noyé sous Candy Crush et compagnie, quoi. C'est ça. Bon, allez, sans transition, finalement, je cherche une transition, mais j'y arrive pas. Florian, ton histoire de clavier, qu'est-ce que c'est ? C'est dans les dernières Build Insider Windows, c'est une fonction qui n'est pas activée pour l'instant, mais qu'il faut bidouiller pour activer, mais qui est en train d'arriver pour activer les suggestions automatiques lorsqu'on est en train de taper dans n'importe quelle application sous Windows, donc on soit sous Word, sur Notepad, sur n'importe quoi. On pourra avoir automatiquement, un peu comme sur SwiftKey, lorsqu'on est en train de taper un mot, une auto-complétion, et ça se complète automatiquement quand on appuie sur Tab. Je vais dire un gros mot, mais les gens qui utilisent Gmail connaissent cette fonction. Voilà, je termine mon gros mot. Ici, on n'utilise pas Gmail, je suis désolé, Cassim. On m'oblige à l'utiliser pour le boulot, je suis désolé. Ah, tant pis, allez, personne n'est parfait. Je demande sur le chat si ce sera ça marche aussi en français. Honnêtement, je pense qu'à très long terme, sûrement. Mais ce ne sera pas immédiatement, je pense. Quoique, si ça utilise les capacités de SwiftKey, je crois que lui, il fonctionne en français, donc pourquoi pas. Tout à fait. À voir. Tout à fait. À voir. Ok, allez, on continue cette fois-ci avec Edgium, qui a une version ARM 64 bits et qui supporte a priori une histoire de volume. Flobo, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, pour le volume, déjà, c'est juste que maintenant, lorsqu'il y a un élément audio qui se joue sur la dernière version de Edgium, et donc ça apparaît directement dans le volume Windows. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on appuie sur volume up, volume down, on a la petite icône qui apparaît avec ce qu'on est en train de jouer, augmenter le son, baisser le son, piste suivante, piste précédente. Et bien ça fonctionne. Par exemple, si on va sur YouTube, on va avoir l'image de fond de la vidéo qui apparaît là avec les contrôles accessibles directement depuis l'OS. Et ça, c'est valable. Pardon ? Je dis d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que Microsoft n'a pas ajouté ça seulement
à Edium. Je crois qu'ils l'ont ajouté dans le dépôt Chromium principal, puisque c'est apparu 2 jours après sur Chrome également. Donc, c'est peut-être une façon de. Je pense que Microsoft. Je sais pas si Microsoft peut l'ajouter dans le dépôt que Google utilise Il y également. a Je sais pas. certaines choses, si, je pense que oui, d'après ce qu'on en avait dit. D'accord. Cassim, tu veux peut-être éclaircir ou on passe à la suite, je ne sais pas. Normalement, oui, ils peuvent contribuer à des choses qui arriveront dans Chrome plus tard, quoi. Enfin bon. D'accord. Il y a également une version RM64 qui est disponible officieusement, hein. Elle a été leakée, donc ça montre qu'elle est très proche. Je l'ai installée sur mon 950, elle fonctionne, même si bon, en 950, là, il commence à un peu pleurer à force de. Ouais, c'est un peu dur pour lui. Oui, c'est un peu dur. Bon, ça tourne pas trop mal, ça fonctionne, mais bon, on va dire que c'est pas utilisable. C'est hein, pas optimisé, c'est pas optimisé, ouais. Voilà. Ok. Allez, on continue. Alors cette fois-ci, c'est toi, Florian, qui voulait nous parler de la séparation de Windows, vraiment le noyau, et de tout ce qui est le shell, c'est l'apparence, le côté physique, ce qu'on voit, l'organisationnel. Alors qu'est-ce qu'il en est de tout ça? C'est dans les derniers Build Insider, ils ont séparé donc les différentes parties de l'interface graphique moderne, c'est-à-dire le menu démarrer, l'Action Center, les flyouts, lorsqu'on clique sur par exemple le volume, le Wi-Fi, n'importe quoi. Ils ont séparé ça en plusieurs applications. Et donc, pour l'instant, c'est encore des applications qui sont intégrées à l'OS, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le store, mais à terme, ça amène la possibilité que, par exemple, pour avoir une mise à jour de menu démarrer ou l'Action Center via le store. D'accord. Tu serais plus obligé d'avoir la grosse mise à jour de Windows. Tu aurais juste ta petite mise à jour dans le store qui prend quelques secondes, et tu aurais un nouveau menu démarrer. Tu aurais de nouvelles icônes. C'est pas encore fait. Pour l'instant, c'est encore des applications système, mais ça a été converti en application. Donc, maintenant, c'est possible. S'ils veulent, à terme, ils peuvent mettre à jour les parties du shell via le store. D'accord. Je suis en train de me faire remarquer que la personne qui avait donné cette info dit qu'il y a apparemment déjà des petits tests sur le store. D'accord. Où ils essayent de mettre à jour des éléments de lui. Donc ils font des tests de ce côté-là. Donc, voilà. Très bien. Ça peut être sympa, au moins pour faire évoluer rapidement ce qu'on utilise au quotidien. Donc tu nous parlais des UWP tout à l'heure, et certains développeurs ont décidé de créer un anniversaire, une journée de l'UWP, avec des grosses mises à jour tous les ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est quelques développeurs qui se sont un peu réunis pour montrer que l'UWP était encore fonctionnel et n'était pas mort. Donc ils espèrent faire ça tous les ans à terme. Pour l'instant, donc les premières apps qui sont sorties, c'est une nouvelle version de MyTube, si je me souviens bien, donc la MyTube 4.0 en bêta. Un client pour Reddit dont le nom m'échappe, Légeret, je crois. Légeret, oui. J'ai un trou. Un nouveau client pour Spotify qui réutilise l'interface de Groove. En fait, ils ont combiné l'interface de Groove avec Spotify. Et ils ont des fonctionnalités assez sympas. Par exemple, si on n'a pas de compte pro et qu'on essaie d'écouter une vidéo, quelque chose qu'on n'a pas le droit d'écouter, je ne sais pas comment le dire bien, eh bien ça va utiliser l'application MyTube pour aller chercher l'équivalent sur YouTube en gratuit. D'accord. Des petits trucs, bon, c'est sympa. Après, bon, pour l'instant, toutes ces applications sont bêta, donc elles sont encore un peu buggées, hein, mais bon, c'est bêta, c'est normal. Ils se sont bien fait chier, ils ont créé des icônes Fluent Design dans le style de Microsoft pour suivre. Donc, bon, ils font un assez bon boulot. Ils ont également sorti une extension pour Chrome et Edge qui permet de connecter les applications directement au navigateur. Alors, c'est une seule extension qui sert à toutes leurs UWP. Ils ont appelé ça, je crois, UWP Connect, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du nom exact. Ouais. Et donc, cette extension permet, donc, si on va sur YouTube, on peut ouvrir la page sur MyTube. Si on va sur Reddit, on peut ouvrir la page sur Légeret. Si on va sur Spotify, on peut ouvrir la page sur l'application, j'ai oublié le nom, Spotify. UWP Compagnon. Donc voilà, UWP Compagnon. Merci Florentin. Et bon, c'est assez sympa. On voit bien que les petits développeurs essayent ensemble de faire avancer l'OS, de créer donc des applications qui fonctionnent super bien. Moi en plus, je les ai installées sur mon 950 sur Windows 10 ARM. Elles fonctionnent super bien, c'est pas mal. Voilà. Ok. Merci Flobo. Allez, on enchaîne cette fois-ci avec encore une information qui va plus
intéresser les développeurs. C'est le sous-système Windows pour Linux, WSL, qui passe en version 2, alors bêta ou pas bêta, je ne sais plus, mais qui passe en donc, nouvelle version. Et donc, voilà, ceux qui utilisent ce sous-système pour Linux, sous-système Linux pour Windows, seront ravis, j'imagine. Flobo, tu nous en parles un petit peu. Oui, bon, c'est. Le nouveau système Linux, en fait, maintenant, c'est un noyau Linux qui est virtualisé par Hyper-V et qui permet donc d'être plus compatible que l'ancien système. L'ancien système, on essayait de faire un vrai sous-système Linux pour Windows. C'était natif, mais bon, il fallait recoder quasiment Linux pour Windows, pour expliquer simplement. Maintenant, on virtualise un noyau Linux, donc tout de suite, ce qui est prévu pour Linux fonctionne sans rien à changer. Ce qui permet donc de faire tourner des choses comme Docker, que beaucoup de développeurs aiment utiliser. D'accord. Ok. Cassim, t'as rien à rajouter là-dedans? Non, mais que ça intéresse plutôt les gens et ça a l'air de bien augmenter les performances pour les gens qui utilisent des applications Linux sur Windows, ce nouveau système. Donc c'est quand même quelque chose de positif encore qu'on retrouve. Ok. Merci. Allez, on va finir ce côté application. On va aller sur le côté Microsoft avec le gros bébé de Microsoft, l'outil. Allez, si je vous demande quel est l'outil que Microsoft porte vraiment fort maintenant, vous me dites quoi? Allez. Au niveau logiciel, quel est le logiciel que Microsoft porte fortement? La suite Office. Pas tout à fait, non. Alors il y a celui-là, mais un nouveau. Il y a plus. Tu dis il y aurait plus qu'Office. Non, j'ai dit autre qu'Office. Ok. Alors, à quoi vous pourriez penser? Allez, je vous dis, on l'utilise en ce moment. Lumia Camera. Teams. Teams, oui. Teams. Mais Teams fête ses 2 ans, ou à peu près ses 2 ans, là. Et on a des nouvelles versions qui sortent. Et vous savez que Microsoft veut proposer Teams à tout le monde. On en a parlé la semaine dernière. Il y a une version de Teams qui va sortir pour vraiment le particulier, Teams for Life. Et alors, il y a des nouvelles versions qui sortent, et notamment des nouvelles interfaces. Alors, ça va être la version éducation qui va profiter de ça. Pour ceux qui connaissent Teams, imaginez proposer cette interface à un lycéen, il n'y a pas de problème, il va s'en saisir. À un collégien, je suis pas sûr qu'un 6e arrive à être très performant avec ça. Un 3e, je pense que ça devrait le faire. Et imaginez proposer ça à quelqu'un, un enfant qui est en école élémentaire, je crois que c'est pas la peine. Moi, pour l'avoir essayé, je vois que les enfants ont beaucoup de mal à se repérer. Il y a beaucoup de choses, c'est pas très clair. Et finalement, Microsoft va proposer des choses beaucoup plus simples. Alors moi, j'ai pas encore accès à cette nouvelle interface, malgré le fait d'avoir un compte éducation. Mais donc, il va y avoir une nouvelle manière de procéder où on va pouvoir mettre des sortes de tuiles, donc des tiles, qu'on va pouvoir nous gérer, et les enfants vont pouvoir naviguer grâce à ces tuiles. Donc ça va être beaucoup plus simple pour les enfants. Tu vas choisir pour eux ce à quoi ils vont avoir accès, et avec ces tuiles, là, tu cliques et tu y accèdes. Va y avoir tout un système aussi pour la gestion du travail des élèves, pour que le professeur puisse suivre le travail des élèves. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui se met en place de manière conséquente, je trouve, mais je suis pas sûr qu'en France ça puisse beaucoup prendre. Je trouve que l'éducation nationale est en train de se refermer et de mettre des bâtons dans les roues à Microsoft en ce moment. Je trouve qu'on part en arrière avec du pseudo-librisme à tire-larigot, donc je sais pas si ça va être facilement possible, alors que les outils vraiment s'améliorent et sont de plus en plus faciles à utiliser, que ce soit et pour les enseignants et pour les enfants. Donc je trouve ça assez dommage. Je dirais un équivalent. De vouloir parler. Ouais. On dirait un équivalent un peu de Moodle. Je sais pas si tu as connu Moodle. Oui, alors. Moi, je ne l'ai pas connu. Ma femme, là, en formation, l'a utilisé. Je trouve ça assez moche. Oui, non, mais je parle vraiment dans la philosophie, dans quoi, on va dire. Oui, c'est vraiment. Il faut savoir que Teams va pouvoir faire appel à d'autres services externes, comme Moodle, notamment. Moodle peut être appelé par Teams, et tu peux utiliser les fonctionnalités de Moodle dans Teams. C'est vraiment hyper ouvert. Et la version éducation risque d'être vraiment énorme, mais comme je disais, voilà, tu parles de Microsoft maintenant à quelqu'un dans l'éducation nationale, limite tu te fais tirer dessus, quoi. C'est triste. Et là, la présentation, en tout cas, on voit bien, il y a une rubrique par cours, en fait, différent, enfin, le cours de maths, le cours de biologie, etc. Et dans chaque cours, il y a une discussion entre le prof et les élèves. Il peut rappeler des choses, il peut dire les devoirs sont à rendre. Rappelez-vous que les devoirs, le devoir maison, c'est pour demain, machin. Alors tout ça, ça existait déjà, hein, mais c'est vraiment mais c'est mieux organisé, j'ai l'impression. Ouais. Ça va être simplifié, et limite, moi, j'attends de l'avoir pour le retester avec mes élèves d'âge élémentaire, pour voir si là ils accrochent, parce que le Teams autrement, j'avais essayé, ça n'a pas pris. L'interface web marchait mieux.
Voilà. On va passer sur une application Microsoft. Tiens, Patrick, qui arrive dans le monde du Mac. Peut-être une application que tu utilises, toi. Écoute, L'application de tout. Microsoft To Do. Bah écoute, il se trouve que cette application existe, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelait IO, je crois, sauf erreur, qui, je pense qu'ils avaient développé une application qui englobe en fait l'interface web. Ouais. Et je vous cache pas que la version Microsoft native m'en manquait beaucoup. Donc, elle est censée arriver donc sur Mac Dans 4 jours. à partir du 17 juin, Ouais. donc ça peut être 4, 5 ou 6 jours. Et pour Ouais. ma part, personnellement, je me réjouis, très franchement, parce que celle que j'utilisais jusqu'à présent, donc la fameuse, le fork de la version web, était un petit peu, au niveau synchro, en tout cas, c'était pas ça. Donc, si j'arrive à avoir une vraie application sur Mac, je pense que ce sera, en tout cas pour moi, une très bonne nouvelle. Et pas que pour moi, je pense d'ailleurs. D'accord, pour tous les utilisateurs. Oui, voilà, parce elle devient vraiment très très bonne, excellente. En tout cas, sur mobile, elle est super. Il manque juste ce petit quelque chose sur Mac. Ok, merci beaucoup Patrick. Pour continuer, une information peut-être un peu triste qui devrait te peiner, je pense, Florian. C'est un studio de réalité mixte à Berlin qui ferme ses portes. Donc Microsoft a décidé de fermer ce studio. Est-ce que tu penses que ton casque va encore te servir? Ton micro, Florian, ton micro. Je coupe le son comme je fais du bruit avec mon clavier, et donc voilà, après voilà. Oui, donc je sais pas si mon casque va encore me servir. Déjà, il me sert pas beaucoup, vu que je suis obligé de réinstaller, quasiment installer Windows chaque fois que j'essaie de le démarrer, donc c'est pas optimal. Faut que je réessaye sur mon nouveau PC maintenant que j'ai un nouveau PC. J'ai pas encore essayé. J'essaierai pour la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant. Ça marche. Mais c'est vrai Et toi, que Cassie? Ouais. Ouais, non, j'ai pas de casque de réalité mixte. Non, mais est-ce que tu as des infos sur la fermeture de ce studio plus poussée? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que on n'entend plus parler de la réalité mixte chez Microsoft. Enfin, en dehors de HoloLens, mais que je mettrais à part en fait. HoloLens continue bien, il marche bien, les gens ils le vendent, etc. Il y a pas de C'est un souci. marché très particulier quand même. Mais c'est le marché à $3000, machin, pour les entreprises, ça, il n'y a pas de souci. Le marché grand public à coût de Paint 3D, imprimante 3D et réalité mixte, oh là là, les enfants, tout ça, avec des casques à 300 €, plus ou moins bons. J'ai l'impression qu'ils ont complètement lâché. C'est clair. On n'en a plus trop parlé, quoi, en tout cas. Non. Oculus continue de son côté. Enfin, il y a les casques de réalité virtuelle continuent un peu leur chemin. Oculus en sort régulièrement. HTC a complètement arrêté. Valve a le sien qui arrive. Mais donc ça vivote. Il y avait une conférence, une pseudo-conférence VR à l'E3 par exemple pour les jeux vidéo. Mais c'est vraiment un marché qui est plus vraiment ce qu'il était, ou enfin le futur qu'on lui prédisait il y a 3 ans. Là, pour l'instant, ça a pas pris. Il y a un an, même il y a un an. Il y a un an, déjà, ça avait commencé à baisser. Ouais. Mais ça a été... Attends, c'est il y a combien de temps qu'on a été à la conférence où ils ont présenté le Surface Book 2 et tout ça? C'était quand? C'était il y a 2 ans déjà? Il y a 2 ans, ouais. C'était il y a au moins 2 ans. Et c'était il y a 3 ans pour Oculus et compagnie. Enfin, le top de la hype, c'était quand Oculus Rift et HTC Vive sont sortis. Bon, d'accord. Même si la réalité virtuelle et la réalité mixte, c'est pas forcément exactement la même chose. Ce qu'ils pourraient faire de sympa, c'est rendre compatible Windows Mixed Reality avec Microsoft Flight Simulator 2020. Là. Ils pourraient surtout faire de la Scarlett console compatible, par exemple, aussi. Enfin, il y a des choses à faire, je pense, mais peut-être la technologie n'est pas prête pour l'instant. Il y avait notamment les fils qui gênaient, etc. Oui. On verra. Ouais, on verra. Ok. On passe sur une dernière news hardware. Je crois que c'est Florian qui a trouvé une vidéo d'une interview d'une ingénieure de chez Microsoft qui parlait d'un petit appareil qu'on aurait bien aimé voir sortir, n'est-ce pas, Florian? Oui, mais en fait, c'est sur le channel Twitter Microsoft Dev. Tous les vendredis, ils font un Flashback Friday où ils posent une question sur les technologies Microsoft du passé à un développeur. Et donc là, ils ont décidé de poser une question sur le McLaren. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du Nokia McLaren, un Lumia, on en a parlé beaucoup il y a quelques années. Il a fait rêver. Et donc, elle a travaillé dessus et elle nous a dit donc il y avait le 3D Touch dessus, c'est-à-dire que ça détectait notre doigt lorsqu'on l'approchait de l'écran avant même qu'on le touche. Et donc, ça permettait au téléphone de voir l'orientation selon laquelle tu l'utilisais. Et donc, ça permettait à l'interface métro du système de s'adapter à
à ton orientation apparemment. Enfin bon, je ne sais pas trop comment ça aurait fonctionné. Il disait que ça permettait de faire une nouvelle version de métro encore plus évoluée qui mettait vraiment l'information au cœur de l'affichage. Il disait que par exemple, si tu étais intéressé par une de tes tuiles sur le téléphone, tu approchais ton doigt de la tuile, et là tu avais la tuile qui explosait, qui avait plus d'informations, sans même la toucher. Il y avait eu des concepts de ça qui avaient été leakés, je crois. Oui, mais on avait vu des démos, il me semble. De mémoire, oui. Également, elle disait qu'ils avaient mis un appareil photo encore meilleur que celui du 1020, qu'ils voulaient en faire quasiment une phablette, donc ils avaient ajouté un mode paysage lorsqu'on tournait le téléphone, le McLaren, les tuiles passaient en mode paysage comme sur un start screen de Windows 8. On pouvait ajouter se connecter à un clavier Bluetooth, une souris pour l'utiliser comme PC. Bref, ils ont voulu en faire le meilleur Windows Phone de tous les temps. Puis même parce que la vidéo elle s'arrête là parce que ils disent on avait conçu le meilleur Windows Phone de tous les temps, puis voilà, ils disent rien de plus. Ça, c'est comme si Et puis après, nous, on peut en conclure ce qu'on en conclut habituellement. Voilà. Allez, on va pas s'attarder. Dernière news, c'est une news sur la rétrocompatibilité dans le monde de la Xbox qui marque un arrêt. Mais Cassim, je pense que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer cet arrêt, pourquoi il est quand même sûrement relativement justifié. Ouais, c'est Microsoft qui a annoncé là l'E3. Alors, ils ont annoncé une liste de derniers jeux rétrocompatibles avec l'Xbox One. Donc, il y a une liste de jeux Xbox et Xbox 360 qui sont désormais compatibles avec l'Xbox One, notamment Splinter Cell de mémoire et quelques jeux. Et avec cette annonce, ils ont aussi également annoncé qu'ils arrêtaient la rétrocompatibilité, enfin ils arrêtaient le programme de rétrocompatibilité sur Xbox One. Alors ça ne veut pas dire que les jeux sont plus compatibles du jour au lendemain, hein, tout le travail reste là. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouveaux jeux ajoutés à la collection rétrocompatible parce que l'équipe en fait travaille maintenant sur Scarlett justement et travaille notamment sur le fait que la Xbox 360 et la Xbox One seront compatibles avec Scarlett. Donc il faut qu'ils s'assurent que tout marche bien, etc. Ils ont besoin de bosser sur la rétrocompatibilité pour la nouvelle génération. Et donc ils arrêtent Xbox et Xbox 360. Ils ont quand même dit que, et c'est un peu vrai, l'essentiel des gros jeux que les gens voulaient sont compatibles désormais. Il manque pas grand chose normalement qui pourrait. Voilà, il y a pas tout, mais il manque pas grand chose et ils ont fait ce qu'ils ont pu. D'autant que en plus, c'est compliqué à chaque fois de faire des jeux en rétrocompatibilité. Ça demande de négocier des droits qui ont parfois évolué, etc. Donc c'est pas facile. Et donc voilà, ils travaillent sur Scarlett et on verra si d'aventure, peut-être à l'avenir pour Scarlett, ils recommenceront à proposer des nouveaux jeux 360 ou pas. Ils n'ont pas dit, on verra bien, mais voilà. Ok. Bon, voilà. Donc il y a quand même pas de quoi râler après tous les efforts qui ont été faits. Quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si tous les constructeurs avaient fait pareil, ça aurait été bien pour les joueurs. Allez, on va fermer ces news et puis on va laisser la parole à Cassim. Oui, j'ai juste un petit truc à dire parce qu'on a beaucoup parlé de jeux vidéo et je vais encore en parler un tout petit peu. C'est pour dire, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille d'aller regarder une vidéo sur l'interview du patron de Xbox en fait par le podcast américain Giant Bomb qui est sur YouTube. Est-ce que par hasard tu as le lien ? Oui, j'ai le lien et c'est. Si tu me le colles dans le document, je le mettrai même dans la vidéo et dans le billet de l'émission pour ceux qui nous écoutent. Je te le coller Merci. là. Il le fait chaque année et chaque année c'est très très intéressant parce que justement il est assez authentique, il évite pas les questions, il les répond assez honnêtement, il n'hésite pas à parler de ce que fait Sony, à dire que Sony l'a fait d'abord, à parler de PlayStation et tout s'il y a besoin. Voilà, c'est quelqu'un qui semble en tout cas assez honnête dans ce qu'il dit. Les questions sont pas trop gentilles non plus. Enfin, c'est super intéressant comme conversation. C'est assez posé, ça dure 40 minutes, c'est vraiment très intéressant, donc je le conseille vivement. Malheureusement c'est en anglais, donc il faut comprendre l'anglais, mais je vous le conseille vivement si vous avez la chance de comprendre l'anglais. Ok. Après, il y a les sous-titres aussi qui sont activables sur YouTube et qui peuvent aider à la compréhension parce que parfois le fait de l'entendre et de pouvoir le lire en même temps, alors ils proposent pas toujours la traduction des sous-titres, mais au moins de pouvoir faire les deux, ça peut être quand même assez intéressant. Moi, je vais profiter d'avoir pris la parole pour remercier l'ami Florentin pour avoir essayé les Redmi AirDot comme casque intra.
20 balles sur AliExpress ou sur je sais plus quel truc, enfin un truc équivalent. Au niveau qualité sonore, vous attendez pas à quelque chose, c'est pas de l'hi-fi, mais bon, ça on le sait vu le prix. Au niveau appairage, ça s'appaire très bien parce que vous avez vraiment 2 petits trucs que vous mettez dans les oreilles. Par contre, au niveau alors qualité là avec Teams, l'épisode précédent j'ai fait avec ça, j'avais le son qui gueulait dans mes oreilles, c'était affreux. Et le volume du PC ne marchait pas, alors qu'avec ce casque là, ça marche nickel, je peux régler mon volume. Par contre, les Redmi AirDot, moi je sais, j'ai du mal à les tenir les intras dans les oreilles et ils tiennent super bien. Donc ils s'appairent bien, ils tiennent bien, la qualité est pas top. Avec les PC, parfois c'est pas génial. Avec le smartphone, bon, c'est un Xiaomi, alors ça marche très bien. Bon, c'est pas trop étonnant. Mais voilà, je voulais remercier Florentin quand même parce que c'est très léger dans les oreilles, ça tient longtemps. Le son, bon, il est correct, quoi. Faut pas espérer de la hi-fi. Voilà. Ben, si quelqu'un a un petit mot à rajouter, c'est le moment. Je sens bien Patrick. Non, ça va. Non. Je finissais de me moucher, mais c'est pas. Allez, bon bah écoutez, je vous remercie. Merci Patrick, ce fut un plaisir de t'avoir retrouvé pour cet épisode 155. Merci Cassim aussi, ça faisait quand même 2 épisodes où tu avais séché. C'est vrai, Pas bien, c'est ça. pas bien. Voilà. Non, Moi, c'est c'est pas pour bien. parler de jeux vidéo, je reviens. Voilà, bon on va essayer d'en mettre plus souvent du jeu vidéo. Et puis on a le camarade Florian qui, bon écoute, c'était pas ton épisode le plus, qui t'a le plus accroché, mais bon, c'est pas grave. Si, il y a eu pas mal de news à la fin. Oui, à la fin, bon, c'est vrai. T'es pas Donc, joueur, camarade Florent? Florian. Non, Bah, Florian moi, n'est pas le plus joueur. Je joue un peu, mais on va dire que moi, les consoles, je veux dire, bon, je vais pas lancer un débat, mais pour moi, depuis que les consoles, c'est des PC, ça m'intéresse plus. Ça m'intéressait quand c'était vraiment un univers séparé. Maintenant, on a les mêmes jeux que sur PC, donc pour moi, ça a plus d'intérêt, mais c'est pour moi. Voilà. D'accord. Ok. Allez. Donc merci à vous. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas et mettez un commentaire également, ça nous fait connaître un petit peu plus. Sinon, tout simplement partagez vos avis sur les réseaux sociaux ou sur le site lifetime.fr où vous pouvez bien sûr mettre des commentaires à la suite du billet de l'épisode. Merci Cassim, merci Florian, merci Patrick, merci à tous nos auditeurs et à nos spectateurs. On vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour un épisode 156. Ciao tout le monde, salut! Ciao. Salut.